Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode hors série nommé Live Series de Children of the Sabbath, puisque plus que des enfants de la tombe ou de la mer, nous sommes avant tout, cher Gabriel, les enfants de Rob Halford. I really like Black Sabbath. That was really cool. They have Ozzy Osbourne. They have a great guitar person. Sorry, I don't know your name. There's like some really good drum parts. Pretty awesome. De Rob Halford pour ce coup, évidemment. Nous allons parler de cet épisode de Costa Mesa, dit l'épisode, le drama numéro 894 de Black Sabbath, qui donc a lieu les 14 et 15 novembre 1992. On va vous en parler en détail puisque ce sont les concerts qui ont précipité la chute de la reformation avec Dio et qui ont amené, aussi improbable que cela paraisse, Rob Halford à faire une apparition, et pas la dernière, au sein de Black Sabbath en live. Avant tout ça, comme d'habitude, docteur Gabriel Redon, comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va très bien et je suis vraiment content parce que l'épisode qu'on a fait sur Dehumanizer, il a cartonné, ça a été notre meilleur démarrage. On a fait en une semaine, on a fait plus que l'épisode sur Tyr qui était déjà un énorme démarrage, mais là on est déjà, je regarde les chiffres, à plus de 3500 vues en une semaine, c'est énorme. Sur YouTube, sachant qu'il faut rajouter sur YouTube. Les vues podcast en plus. Voilà, donc il y a ça c'est pour la version vidéo, mais en fait ça nous sert un peu de jauge pour voir à quel point le travail qu'on fait vous parle et que vous nous suivez, vous nous encouragez. Moi je m'attendais pas à ce que ça fasse un aussi gros score Dehumanizer. Je savais que c'était un album qui était attendu, mais voilà, là ça a vraiment été un beau succès. Donc bah écoutez, on va continuer comme ça. Je sais pas si Cross Purposes ou Devil You Know feront les mêmes scores, mais bon. Ça va. Je pense que là, il y a des gens qui commencent à nous attendre au tournant sur certains sujets, et quelque chose me dit que Forbidden, il y a des gens qui vont vouloir savoir en détail ce qu'on en pense. Et la chance qu'on a, évidemment, c'est que à la sortie, pour ces deux albums qui sont probablement deux des moins intéressants de la carrière de Sabbath sur le papier, on a la box qui sort en même temps, qui nous donne un petit peu d'actualité et des choses à vous dire, donc voilà, ça va être assez chouette de pouvoir reprendre tout ça. On va, avant de se lancer, faire quelques petits errata ou quelques petits addenda concernant Dehumanizer. Du coup, Gabriel, je te laisse commencer. Ouais, en fait, comme vous l'avez vu, l'épisode qu'on a fait sur Dehumanizer, qui est donc à ce jour notre plus long épisode, moi je m'attendais pas à ce que ce soit cet album qui soit le plus long. En fait, on n'a pas pu parler de certains trucs parce que sinon l'épisode aurait fait peut-être 3h30, 3h45, ça aurait été interminable. Donc du coup, on n'a pas abordé deux sujets que moi je voulais qu'on aborde en détail. Enfin, on les a un peu vite fait évoquer au détour de l'épisode, mais pas trop en détail. C'est la question du contrat que Black Sabbath a signé pour pouvoir faire cet album avec Ronnie James Dio, alors qu'ils étaient signés chez IRS Records. Et l'autre question sur laquelle je vais revenir, alors je promets pas très longtemps, parce que sinon, moi je peux en parler 3000 ans, mais c'est la question des rééditions et des pressages. Et vous allez voir que ça va nous conduire doucement mais sûrement à Costa Mesa, donc à la fin de la tournée de novembre 92. Alors, pourquoi en fait c'est important d'en parler? Parce que, donc, je l'avais dit, et ça fait écho encore une fois à cette question de la réédition là, des albums IRS Records dans la box Anno Domini, là, c'est que donc Dehumanizer c'est en 1992, et donc la période qu'on considère comme la période IRS Records de Black Sabbath, c'est 1988-1996. Donc ça comprend globalement tous les albums de Headless Cross à Forbidden. Plus Sabbath Stones, la compilation qui est sortie en 96 pour finir le contrat. Et en fait, Dehumanizer donc, est bien un album sorti chez IRS Records. Donc, quand vous voyez notamment les pressages européens de Dehumanizer, vous voyez bien le logo IRS Records dessus. Mais c'est un album qui a bénéficié d'un contrat spécifique, et d'un contrat notamment avec Warner par l'intermédiaire de son sous-label Reprise Records. Et pourquoi il y a eu un contrat spécifique avec Warner? C'est tout simplement parce que Dio était en contrat avec Warner. Alors, il était en contrat, je crois, encore avec Vertigo pour l'Europe, mais aux États-Unis, ces albums sortaient chez Warner, et si ma mémoire est bonne, d'après ce que j'ai recoupé, il devait encore un album à Warner Bros. Et du coup, il y a eu un deal qui a été passé entre IRS et Warner pour pouvoir sortir le nouvel album de Black Sabbath à la fois en Europe
sous le label IRS, et aux États-Unis sous le label Reprise, qui est donc un sous-label de Warner. C'est ça d'ailleurs qui fait que l'album il a été mieux distribué que Headless Cross ou Tear. Donc c'est le fait que Dio soit revenu qui a permis de meilleures ventes, mais c'est aussi parce qu'il a été bien mieux distribué aux États-Unis. Et ça conforte un point sur lequel j'étais revenu dans le précédent épisode, mais que vous m'avez un peu dit que vous y croyiez pas, mais moi je vous garantis que c'est quelque chose à prendre en compte. Je vous avais dit que c'était pas anodin que la pochette elle ait été confiée à Will Reese, donc qui a fait la pochette de Lock Up the Wolves, et que même le logo de Dehumanizer, qui a d'ailleurs été dans le backdrop de la tournée Dehumanizer, est un logo qui fait quand même très métal et qui est rouge, qui est dans une thématique un peu ocre, etc. Je vous garantis que la théorie comme quoi cet album a été marketé, je dis bien marketé, comme un album de Dio, pour moi, elle est crédible à partir du moment où on sait les bisbilles liés au contrat. C'est-à-dire que l'idée, c'était de sortir un album de Black Sabbath, mais en même temps de le considérer dans le contrat qui avait été signé entre Dio et Warner comme un album de Dio. Et ça explique justement tous ces choix esthétiques, etc. Donc évidemment, ça ne va pas durer, et on verra que dès Cross Purposes, ce marketing change à nouveau, et qu'on revient vers quelque chose de plus classique, voire même de plus contestable. Et voilà, et alors c'est ça qui explique du coup que en fait l'album Dehumanizer est considéré comme étant à part dans cette période, et c'est pour ça qu'il n'est pas dans la box Anno Domini, alors que c'est bien la période qui est concernée, parce que en fait oui, il est sorti chez IRS Records, mais en même temps, pas totalement. Et je pense que tant pour Dio que pour Black Sabbath, c'était un épisode, c'est un album un peu hors série, en fait, dans leur carrière de cette époque-là. Voilà. Bah, de fait, au final, ça l'est, mais c'était pas prévu que ce soit un truc hors série, mais au final, ça l'est. Ouais. Alors, du coup, cette dimension, en fait, elle a un impact sur la réédition de Dehumanizer. Parce que, alors, dans un premier temps, Dehumanizer, c'est un album qui, comme Headless Cross, comme Tear, en fait, n'a pas été réédité immédiatement. D'ailleurs, il me semble que pendant des années, et on les trouve encore sur des brocantes ou des conventions, on trouve encore des first press CD de Dehumanizer version européenne avec la version IRS, et pendant longtemps c'était la seule version CD qui était disponible, puisque donc les autres albums de Dio, c'est-à-dire Heaven and Hell, Live Evil, Mob Rules, ils avaient été réédités parce qu'ils avaient été sortis dans des éditions dans les années 90 puis début 2000, Castle, Sanctuary, etc. Dehumanizer n'avait pas encore été réédité. Et en fait, Dehumanizer, c'est tout simplement le premier album de cette période-là, donc du début des années 90, enfin de la période 90s de Black Sabbath, c'est le premier album à être réédité. Et à être réédité, quand ça, en 2008, quand ils reforment le line-up avec Dio sous le nom Heaven and Hell, ils sortent ce fameux coffret. Alors déjà, il y a la compile Dio Years qui sort en 2007 où il y a des titres de Dehumanizer dedans. Et ensuite 2008, on a le coffret Rules of Hell où dedans il y a une réédition avec un remaster et la pochette remise à jour, etc. de Dehumanizer. C'est la première réédition, c'est le premier album de cette période à être réellement réédité. Et alors moi je me rappelle pour l'anecdote que c'était déjà à cette époque-là qu'on commençait à se dire ce serait bien de faire une troisième box spéciale pour les albums Tony Martin. Bref, donc voilà, en fait Dehumanizer c'est lui qui a ouvert la voie en fait aux rééditions des albums de cette époque. Et en fait, c'est à ce moment-là que justement on a vu apparaître sur les forums et sur les sites de fans des débats pour savoir mais pourquoi Dehumanizer peut être réédité et pas Headless Cross, pas Tear, pas Cross Purposes. Eh ben c'est tout simplement à cause de cette question de contrat. C'est-à-dire que ce qui a fait qu'il a pu être réédité en 2008 et que ensuite, quand il y a eu les Deluxe Expanded Editions qui sont sortis à partir de la fin des années 2000, début 2010, il y a eu toute une série donc, de Deluxe Expanded Editions qui vont globalement du premier album jusqu'à Seven Star Eternal Idol, donc c'est-à-dire tous les albums Vertigo. Et puis, subitement, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, on a eu une Deluxe Expanded Edition de Dehumanizer qui est sortie en 2011. Voilà, en double CD, je vous en avais montré, je vous avais montré mon exemplaire dans l'épisode 16 là, qu'on a fait. En fait, elle a été faite sur le même modèle, elle a été designée par Hugh Gilmour, etc. Et elle a pu sortir parce qu'il y avait cette histoire du double contrat qui faisait que, en gros, les pistes de Dehumanizer étaient plus facilement sortables que celle de Headless Cross ou de Tear, parce que à l'époque, le contrat IRS Records n'avait pas été récupéré par Iommi. Et ça a eu lieu après.
Et alors que pour le Dehumanizer, il y avait une exception qui faisait que les chansons étaient rééditables. Voilà. Et donc ça, voilà, c'est ça aussi qui fait que, comme je l'ai dit encore une fois, c'est à la fois le premier album de cette période qui a été réédité dans les années 2000, mais c'est aussi le dernier qui est sorti en deluxe simple. Ce qui me fait me dire que maintenant qu'on a eu une box Anno Domini avec tous les albums qu'on n'avait pas pu voir pendant des années, moi je pense qu'un album comme Dehumanizer, il y a de la matière pour faire une super deluxe. Je pense qu'on n'en est pas à l'abri dans les années à venir, parce que vu qu'il y a plein de bootleg live de très bonne qualité qui existent, moi j'aimerais bien voir par exemple dans une super deluxe Dehumanizer le fameux live, Mathieu, dont on va parler juste avant de parler de Costa Mesa, le fameux live à l'Élysée-Montmartre, dont on a réussi enfin à retrouver la trace. C'est ça. On doit remercier Brice, qui est un fidèle de l'émission, que j'ai rencontré, que tu connais toi aussi, Gabriel, qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais que là j'ai rencontré au Grand Paris Sludge, donc il y a quelques semaines maintenant, et qui est venu me dire qu'il se rappelait lui de cette émission puisqu'il l'avait enregistrée. À l'époque, c'était bien une émission française, c'était une télé française qui était venue, c'était M6, et l'édition Metal Express qui était présentée par Florian Gazan en début de parcours, et à ce moment-là par Florent Gazan, et donc il l'avait enregistré sur cassette à l'époque, et il n'arrivait pas à mettre la main dessus, et donc l'épisode a été upload sur YouTube, mais il sort pas facilement en fait quand tu le cherches, ouais. Donc voilà, donc il nous l'a envoyé, on a pu le consulter, et on vous le met en lien évidemment en description du commentaire, donc merci Brice, ce reportage est donc visionnable, et il est assez rigolo pour une raison très simple, c'est qu'il commence par une petite explication en disant... L'interview qui va suivre est quasiment déjà obsolète, puisque entre-temps Dio est parti, puisque donc encore une fois on est le 15 septembre et donc Dio va partir moins de 2 mois après. En fait on va refaire la chronologie, mais effectivement en fait le concert à Costa Mesa en fait il était déjà prévu depuis plusieurs semaines en fait quand Dio le fait, mais effectivement Dio il continue de faire la promo de Dehumanizer tout en commençant à dire qu'il va être viré. En septembre, je pense qu'il n'a pas l'info de Costa Mesa. Ça doit arriver juste après. D'accord, ça doit arriver vraiment début octobre. Mais c'est pour ça qu'il y a donc s'ensuit une interview où il dit qu'il se projette sur le long terme, qu'il était frustré du fait que ça s'arrête de façon un peu frustrante, et etc. Donc c'est très drôle d'écouter tout ça quand on sait que c'est déjà obsolète. Et d'ailleurs, Florent Gazan, quand il présente le truc, dit que des rumeurs insistantes, et on expliquera aussi pourquoi, encore une fois, parlent d'une reformation avec Ozzy Osbourne, donc dès la publication de ce truc-là, en décembre, je crois, 92, ça doit faire à peu près ça la date. Ouais. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que je l'ai visionné, cet extrait que tu me l'as envoyé. Les passages de Black Sabbath à l'Élysée-Montmartre avec Dio qui chante des titres d'Ozzy, des titres de Sakra, il chante comme un dieu. Enfin, c'est un tueur absolu. C'est-à-dire que même si, voilà, on va dire le fruit était déjà en train de pourrir de l'intérieur, l'ambiance au sein du groupe était déjà détestable. Bon, il envoie le pâté, quoi. Enfin, c'est plus métal que le métal, comme j'aime à dire. Enfin, oui, c'est le meilleur chanteur de Black Sabbath, Dio. Donc, et voilà. Et là, dans une petite salle. Avec tes avis. Oui, alors du coup, un point qu'on n'a pas abordé non plus dans le précédent épisode standard, c'est la question de la setlist de la tournée des Dehumanizer, parce que là, pour le coup, c'est un cas notable dans la carrière de Black Sabbath depuis 82. C'est-à-dire qu'il y a plein d'albums qui sont sortis, avec Glenn Hughes, avec Tony Martin, et en fait, Dio refuse absolument de chanter la moindre chanson qui est sortie après son départ en 82. Donc, exit tous les morceaux avec Tony Martin, et en fait, on reprend en gros dans la setlist là où on s'en était arrêté durant la tournée Mob Rules. Donc, il n'y a que des titres de Dio, donc Heaven and Hell, Mob Rules et Dehumanizer. Il y a au moins 4 ou 5 titres de Dehumanizer qui sont joués pendant la tournée, donc Computer God, Time Machine, on a Master of Insanity, After All the Dead, I et TV Crimes qui sont joués. TV Crimes d'ailleurs qui est, je crois, qui n'a pas été ressorti pendant les tournées avec Heaven and Hell, ce qui fait que c'était une des rares fois où ils l'ont joué en live. Voilà, puis après c'est globalement des titres de Mob Rules et d'Heaven and Hell, et 3 ou 4 titres d'Ozzy seulement qui se battent en duel. On a des trucs genre on a Children. Les classiques en fait, à War Pigs, War Pigs, Iron Man, Black Sabbath, voilà. Et alors vite fait une version instrumentale de Sabbath Bloody Sabbath, d'Orchid pour
pour le solo. Et alors surtout, j'ai un peu comparé les setlists sur certaines dates. Paranoid a été très peu joué. Oui, c'est la grande nouveauté, c'est ça. Voilà. Ce qui est pas, moi je trouve très étonnant parce que c'est pas un morceau sur lequel Dio fait des prouesses, à mon sens. Et ben c'est là où je vais mettre une nuance, c'est quand tu écoutes les enregistrements de l'Élysée-Montmartre, eh ben il la défonce. Je la trouve, elle tue la version à l'Élysée-Montmartre de Paranoid. C'est mon avis. Après voilà, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils l'ont pas joué sur toutes les dates et que bon, bah ça, c'est quand même assez révélateur hein, déjà de quelque chose qui est en train de se jouer. C'est-à-dire que Dio, il a accepté de revenir dans le groupe, mais il a dit, vous jouez 3/4 de mes chansons. Et ça, si tu veux, ça annonce déjà Heaven and Hell. Ça annonce la tournée à partir de 2007 où ils font que des chansons de Dio et tout le reste, ça n'existe pas, quoi. De toute façon, il a toujours posé ses conditions, Dio, ça c'est sûr. Et là encore. Et ça, bah, du coup, ça va nous permettre un peu de faire le lien avec les 2 concerts à Costa Mesa, parce que vous allez voir que la setlist à Costa Mesa, qui est pourtant la même tournée, hein, c'est les 2 derniers concerts qui clôturent la tournée des Humanizer, et ben la setlist n'a absolument rien à voir. Oui, et on va bien vous expliquer pourquoi. Ouais. On passe le fait que c'était l'anniversaire de Bill Ward le 5 mai, qu'il a eu 76 ans, qu'il a eu une basse en cadeau pour son anniv offert par ses copains. On passe ça, et on rentre dans le dur. Ouais, et le dur, c'est l'annonce par Ozzy Osbourne qu'éventuellement, il aurait des soucis de santé. C'est ça. Il annonce qu'il a une sclérose en plaques, qu'il va donc devoir arrêter les concerts. Plus ou moins, parce que c'est déjà pas ultra clair. Il est clair qu'il n'arrête pas sa carrière pour autant. Il a besoin aussi de se reposer quoi qu'il en soit. Mais donc l'annonce est faite, et donc l'annonce du No More Tour, tournée d'adieu. Avec donc une petite réflexion sur le grand final. Avant ça, peut-être que Gabriel, tu veux toucher quelques mots sur ce qu'est la sclérose en plaques rapidement. Oui, alors, sans revenir trop en détail sur mes soucis personnels, bon, la sclérose en plaques, c'est quelque chose que je connais bien. Voilà, pour la simple et bonne raison que j'ai cette maladie. Je veux pas détailler. Toi, c'est un vrai diagnostic. Toi, c'est pas comme. Oui, voilà. C'est-à-dire que moi, ce diagnostic, il a été fait il y a plus de 10 ans déjà. Et bon, rassurez-vous, je vais bien, hein, mais j'ai eu des petites complications dans ma vie perso liées à ça, mais globalement, ça va. C'est pas simple pour autant, mais voilà. Et donc, du coup, il faut revenir sur vite fait un peu c'est quoi la sclérose en plaques, parce que ça permet de comprendre en fait pourquoi cette annonce d'Ozzy, en fait, on va dire, on peut comprendre aussi pourquoi il avait envie d'arrêter sa carrière à ce moment-là. C'est-à-dire que la sclérose en plaques, en fait, c'est quoi? C'est une maladie neurodégénérative qui fait qu'en gros, vous avez la substance qui entoure votre moelle épinière, qui s'appelle la myéline, qui en fait se désagrège progressivement par plaques. Donc c'est pour ça qu'on parle de sclérose en plaques. À l'époque, en fait, dans les années 90, enfin début des années 90, c'était une maladie qui était connue, mais qui était encore très mal comprise. C'est toujours un peu mal compris aujourd'hui, mais on a fait beaucoup de progrès, et notamment on a fait des progrès depuis ces dernières années, notamment dû au progrès de la médecine et des laboratoires liés à la crise du coronavirus, hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses où on a fait des bonds de géants pour comprendre voilà, la transmission de certaines choses, etc. Par exemple, on a notamment fait des études ces dernières années qui ont mis en évidence que la sclérose en plaques était peut-être due à un virus qu'on appelle le virus d'Epstein-Barr, qui est un virus que, je crois, 90% de la population mondiale possède. Donc toi et moi, on l'a. Simplement, chez certaines personnes, il ne s'exprime pas. Et chez les personnes où éventuellement il s'exprime, une des conséquences qui a été identifiée, c'est le déclenchement de la sclérose en plaques. Voilà, donc déjà, on a fait des progrès de géants ces dernières années par rapport à ça. Mais donc, il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans, on savait pas encore d'où ça venait, on savait pas pourquoi. Voilà, c'est une maladie d'ailleurs qui touche majoritairement les personnes de l'hémisphère nord et en grande majorité des femmes, mais il y a quand même un nombre on va dire conséquent d'hommes qui l'ont. Voilà, donc ce qui fait que c'est une maladie qui est davantage répandue chez les populations européennes et asiatiques. Voilà, donc on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour quelle, c'est des raisons probablement génétiques, bref. Voilà, mais du coup, quand Ozzy annonce, voilà, après tout ce qui s'est enfilé dans la gueule durant les années 80 et même encore au début des années 90, je vous rappelle quand même qu'on sort de l'épisode de 89 où il a quand même manqué de tuer Sharon après encore une nouvelle crise de démence. On y reviendra là-dessus, mais il y a beaucoup de choses à raconter. Voilà, bon, alors ça c'est Geezer qui en parle dans
dans sa bio, hein, il dit oui, à l'époque, Ozzy, il suffisait qu'il sorte de scène, il était un peu fatigué, il commençait à croire qu'il allait avoir le cancer. Donc on était en face à quelqu'un qui était hypocondriaque, visiblement, et donc apparemment, il aurait consulté un médecin qui aurait un peu analysé les symptômes qu'il a et qui aurait dit « Ah, monsieur Osborne, vous avez la sclérose en plaques. » Bon, et à l'époque, effectivement, il y a beaucoup de patients de la sclérose en plaques qui ont des formes très très graves, qui sont encore une fois pas comprises, pas bien traitées, pas bien soignées. Il y a beaucoup de patients de la sclérose en plaques qui finissent en fauteuil roulant, certains qui... Aujourd'hui, c'est encore le cas, mais simplement, il y a des gens qui vivent beaucoup mieux, qui sont mieux accompagnés, qui sont... Mathieu, tu m'as connu il y a plus de 10 ans, quand on se fréquentait au concert, il y a une époque où ça allait pas bien du tout et je me déplaçais un peu difficilement. Plus en difficulté qu'aujourd'hui. Voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis, il y a eu des nouveaux traitements. J'ai pris un traitement, moi, perso, qui est beaucoup plus confortable. Et surtout, je suis très bien entouré, je suis très bien conseillé. Ce qui fait que ça va beaucoup mieux. Et globalement, je m'en sors. Mais à l'époque, ça faisait très peur. Ce qu'on voyait, c'était des gens qui finissaient comme des légumes dans des hôpitaux. Bref, bon, je simplifie, hein, vraiment. Et je pense qu'Ozzy, il s'était dit, merde, c'est ça qui m'attend. Et... comme à l'époque, il avait aussi, je pense, l'envie de passer un peu plus de temps avec sa famille, parce que il le dit clairement, c'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles il arrête, c'est pas juste parce qu'il croit qu'il est malade, c'est parce que spoiler qu'on va faire, c'est que non, Ozzy n'a pas la sclérose en plaques. Par contre, son fils Jack, lui, a la sclérose en plaques. Et ça, ça pour le coup, c'est avéré. Et donc, du coup, je pense qu'à ce moment-là, il se dit, voilà, ça fait 25 ans que je suis sur la route, à peu près. J'ai tout gagné avec Black Sabbath puis en solo, j'ai tourné dans le monde entier, j'ai rempli des stades, bon, peut-être que je pourrais un peu lever le pied et me reposer. Donc il a cette idée-là, quoi. Mais assez rapidement, on se rend compte que déjà il n'a pas la sclérose en plaques, sauf que la tournée, elle est déjà annoncée, et que l'album qu'il vient de sortir en 91 avec son groupe solo, s'appelle No More Tears. C'est un super carton. On reviendra dans un futur épisode sur pourquoi c'est un carton très surcoté, selon moi. Toi, Mathieu, factuellement, parce que moi je suis pas d'accord, factuellement, voilà. C'est 2 millions d'albums vendus aux États-Unis au moment de la fin de la tournée d'adieu, donc c'est un surcarton. Voilà, c'est un carton commercial évident, et bon, il y a plein de raisons qui expliquent ça, notamment le son de l'album qui est quand même très très typé années 90, donc qui colle parfaitement avec l'air, avec le grunge, avec tout ce qui sort à l'époque. Voilà, mais donc l'album s'appelle No More Tears. Bon, Ozzy se sent pas très bien, viens, on appelle l'album No More Tours. Enfin, la tournée No More Tours, ça colle parfaitement. Donc tournée No More Tours avec Ugly Kid Joe et Motorhead en début. Les tournées d'Ozzy aux États-Unis, il y a toujours un one leg, two leg de 2 parties de tournée. Donc la première avec Ugly Kid Joe et Motorhead et la deuxième avec Alice in Chains en première partie. C'est-à-dire 110 concerts, 93 aux USA. C'est une gigantesque tournée d'adieu. Et le clou du spectacle, Sharon et Ozzy décident de le donner les 14 et 15 novembre 92 au Pacific Amphitheater de Costa Mesa en Californie, c'est-à-dire c'est au sud de Los Angeles. C'est un peu c'est un peu l'équivalent, bon un petit peu plus loin, mais le pays est plus grand, que de jouer à Saint-Denis ou à Paris La Défense comme ça se fait à Paris, c'est-à-dire qu'en fait c'est un concert à Los Angeles, même si techniquement c'est en dehors de la ville, c'est un concert à LA. Et cet endroit est choisi notamment parce que Marvin Gaye a donné ses 2 concerts d'adieu en 83. Donc voilà, il y avait eu cette idée. C'est un lieu assez culte et immense aussi pour les fins de tournée américaines dans cette grande ville culturelle et qu'est Los Angeles. Donc voilà pourquoi c'est décidé comme ça. Et dans l'idée de frapper fort, de proposer quelque chose d'un petit peu unique autour du fait qu'il y ait ces rumeurs de reformation, que ce soit un peu le serpent de mer depuis des années, Sharon et Ozzy proposent au clan Black Sabbath donc de faire la première partie avec un petit bonus qu'on va vous expliquer par la suite. Alors, est-ce qu'on peut parler de première partie réellement ? Moi, je dirais qu'on pourrait plutôt parler de special guest, parce que il y a vraiment une vraie première partie sur ces concerts. Avant. Et Alice in Chains. Et Alice in Chains qui est là aussi. C'est-à-dire que Sepultura ouvre pour le 14 novembre, mais le lendemain, il y a Sepultura plus Alice in Chains. Donc voilà, donc c'était eux les vraies premières parties en fait sur la tournée. Et justement, Black Sabbath s'est rajouté à la dernière minute. Il me semble que la présence de Black Sabbath a été annoncée très tardivement. Oui, de toute façon ça se décide 1 mois et demi avant, et donc le temps de produire les affiches et de prévenir, ça se fait vraiment au dernier moment.
Et d'ailleurs, absolument personne ne sait au moment où les concerts arrivent que ce n'est pas Dio qui va chanter. Ça n'a pas le temps d'être annoncé. Voilà, parce que évidemment, donc ça on est revenu dessus à la toute fin de notre épisode sur The Humanizer, mais donc en fait au moment le premier concert à Costa Mesa est le 14 novembre. Le dernier concert de la tournée des Humanizer qui est prévu dans le contrat de Dio, encore une histoire de contrat, hein, c'est très important, c'est le 13 novembre. C'est le 13. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, donc ils ont accepté en fait, c'est Iommi et Butler qui acceptent la proposition de Sharon Osbourne, mais pas Dio. Et Dio, c'est un refus immédiat. Hein. Voilà, c'est-à-dire que alors les sources sont à peu près concordantes là-dessus, c'est-à-dire que Butler et Iommi disent la même chose dans leur bio là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils ont reçu ça durant les dernières semaines de la tournée des Humanizer, donc ils ont encore des dates à faire, avec Dio et Apache. Ça tombe mi-octobre à peu près, on n'a pas la date exacte, mais ça doit être mi-octobre. Voilà, donc c'est mi-octobre, donc il y a encore des dates à faire aux États-Unis. Donc en fait, ça concorde bien, c'est-à-dire que tout le monde est aux États-Unis à ce moment-là. Et en fait, ils en parlent avec Dio comme ça avant un concert ou après, j'en sais rien, mais en tout cas pendant une entrevue sur la tournée. Et alors, Dio dit immédiatement non, je veux pas le faire. Et les autres disent non, mais vas-y, tu vas changer d'avis. Tu vois, au début, ça commence un peu sur le ton de la boutade. C'est un classique Sabbath. Voilà. On se dit, si on règle pas le problème, ça va se régler de lui-même. Voilà, c'est-à-dire qu'ils se disent non, mais là il dit non comme ça parce qu'il a son ego, mais en vrai, il va accepter. Et puis, alors, selon la bio d'Iommi, même si ça vaut ce que ça vaut, mais on sait que ça a toujours été l'avis de Dio, donc c'est à mon avis assez vrai, il dirait même immédiatement, il est hors de question d'ouvrir pour ce clown. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qui revient. C'est Dio qui dit I'm not playing for a clown. J'ouvre pas pour un clown, quoi, effectivement. Il faut quand même se rappeler que les passes d'armes par presse interposée entre le clan Osbourne et le clan Dio, c'était quasiment mensuel dans la presse américaine et anglaise. Ils se daubaient sur la tronche absolument tout le temps. Ils ne s'aiment pas humainement, ils sont en compétition en tant que deux ex-chanteurs de Sabbath en solo constamment. C'est vraiment des gens qui se blairent pas, et dans cette situation, Dio a raison, il ne peut qu'être perdant. Black Sabbath a raison de faire le concert aussi, tout le monde a raison en fait, mais Dio ne peut être que perdant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien s'imaginer, je sais plus si on était revenu dessus dans les épisodes qu'on avait fait sur Heaven and Hell, sur Mob Rules, Live Evil et tout, mais en fait, Dio et Ozzy se sont déjà rencontrés. Alors, je sais pas combien de fois, mais une ou deux fois, mais il y a une photo qui existe, on va peut-être vous la mettre à l'écran là. La photo. La photo qui existe où ils se sont croisés backstage, je crois, c'était sur un festival, je sais plus lequel c'est, mais ça devait peut-être être les Monstres. On vous le mettra, c'est Monster of Rock 84 de tête. Voilà, Monster of Rock. Donc à l'époque, Dio, il est déjà parti de Black Sabbath, hein, donc on est à l'époque de Last in Line, tu vois, enfin, il cartonne. Et pendant ce temps-là, Ozzy cartonne aussi. Donc en fait, si tu veux, effectivement, les deux, ils sont un peu en train de se toiser comme ça pendant des années. Et alors, Dio raconte aussi, il est revenu d'ailleurs dans une interview qu'il avait donnée à Eric Blair dans les années 2000, où c'était avant qu'il revienne dans Heaven and Hell, où il expliquait en fait son état d'esprit au moment où il était dans Black Sabbath. C'est que au tout début de la tournée Heaven and Hell, il y avait des gens qui l'insultaient sur scène. Il y avait des fans hardcore d'Ozzy qui n'avaient pas accepté le départ d'Ozzy, qui l'insultaient et qui criaient Ozzy, Ozzy devant lui en lui faisant des doigts d'honneur. Et d'ailleurs, je vous mets à l'écran Dio qui montre ça, qui fait lui-même un doigt d'honneur à la personne qui est en train de le photographier. Il dit mais moi je ne pouvais pas supporter ça, quoi. C'était pas possible. On était toujours en train de me comparer à lui alors que moi j'avais déjà ma carrière, j'étais déjà bon. Et en fait, ils ont passé effectivement, tu l'as dit, toutes les années 80 à s'envoyer des pots de banane en permanence. Et tu vois, déjà, je pense qu'on a parlé de l'état d'esprit de Dio durant la période des Humanizer, où clairement, pour lui, je le redis encore une fois, c'est une humiliation de revenir dans Black Sabbath. Je pense que c'est ça qui explique le fait qu'il ait toujours un ego aussi fort et qui se laisse pas faire par les autres, qui passent leur temps à péter des câbles. C'est parce qu'en fait, je pense qu'intérieurement, c'était une forme d'humiliation d'être obligé de retourner dans Black Sabbath parce que sa carrière solo connaît un petit coup de mou, quoi. Et en fait, il est clairement revenu dans Black Sabbath pour que ça relance un peu sa carrière, pour faire un peu de buzz médiatique. Et là, le coup de ouvrir pour Ozzy
parce que c'est ma tournée d'adieu. Je pense que pour lui, c'était le truc de trop. C'est-à-dire qu'il s'était déjà suffisamment couvert de cendres pour refaire un album avec eux pour que ça relance un peu sa carrière. Là, il dit non, mais là stop, quoi. Ça va. Enfin, moi, je comprends son état d'esprit. Je comprends pourquoi il dit non. C'est ce que je te dis. Pour moi, tout le monde a raison. C'est-à-dire que les membres de Sabbath se disent c'est l'occasion ou jamais. Le Sabbath original, c'est immanquable. Il y a des questionnements sur l'affaire financière, mais a priori, le financier sera en dehors de ça, puisque Geezer prétend, et pourquoi pas le croire, qu'ils n'ont pas été payés pour la prestation, mais quand bien même, moi je pense comme toi que finalement le paiement a eu lieu autre part, en prison plus tard, on en parlera. Mais en tout cas, a priori, c'est pas pour de l'argent qu'ils le font, mais quoi qu'il en soit, c'est un prestige. On va parler également de ce qui se passe le 18 novembre par la suite, qu'il faut pas, ils peuvent pas passer à côté. Et d'un autre côté, Dio va se retrouver en première partie d'Ozzy Osbourne. Donc déjà, sur ce bras de fer, il devient la première partie, avec des gens qui probablement vont crier Ozzy, Ozzy dans la salle. Enfin, il ne peut qu'être perdant. Ce qui sera le cas. Ce qui sera le cas, mais donc c'est parce qu'on va parler rapidement de qui va être envisagé, etc., etc. Dio a raison de dire non, Dio dit non. Fin de l'histoire. Donc l'affaire va s'arrêter le 13 novembre pour des raisons de contrat, comme tu l'as dit. C'est ça. Il faut trouver quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, son contrat s'arrêtait littéralement le 13 novembre. Alors, je ne sais pas quel était le contrat de Vinny Appice, parce que Vinny Appice fait le concert. Sauf que Vinny Appice, dans la foulée, se barre immédiatement et retourne chez Dio pour reformer Dio avec Ronnie. On va en parler, parce qu'il s'est exprimé dessus. D'accord, parce que moi, je n'avais pas vu justement ce que Vinny en pensait. Bon, mais voilà, mais ça, c'est un peu trouble. Donc à ce moment-là, où il n'y a que Dio qui s'en va, Appice, on peut d'ailleurs le préciser, en parle avec Dio en disant moi je t'ai toujours été fidèle, je suis ton caporal finalement, qu'est-ce que je fais, et j'aimerais bien faire ces concerts, et Dio lui dit fais ces concerts, on voit après. Ouais. Donc, oui, c'est ça, c'est-à-dire que au moins on va revenir sur l'avis que Dio a donné à Halford, mais en fait je pense Dio n'avait rien dans l'absolu contre ses concerts d'un point de vue artistique, c'est juste que c'était lui une question d'honneur aussi, tu vois, une question d'honneur et commerciale aussi. C'était moins grave pour lui c'était plus grave pour lui de faire ses concerts que pour Halford et Vinny Appice. Donc à ce moment-là, il faut trouver un nouveau chanteur, Gabriel. Et oui. Et donc qui ont-ils appelé ? Alors, évidemment, vous savez, puisque vous savez de quoi on va parler, vous savez que c'est Rob Halford qui a eu le job, mais il y a quand même eu une première tentative de faire revenir un certain monsieur Tony Hartford, dit Tony Martin, voilà, qui est toujours dans les bons coups pour dépanner quand il y a un problème dans Black Sabbath, y compris quand son propre honneur est en jeu. Et donc pour la deuxième fois sur la même année, non, oui, 91-92, ouais, c'est vrai. Voilà. Entre fin 91 dans le même cycle, on va dire. Dans le même cycle, voilà. Il est rappelé par le clan Black Sabbath, par le management, pour dire tiens-toi prêt, tu vas venir aux États-Unis pour faire ces 2 concerts, etc., etc. Avant d'être rappelé pour dire finalement non, ce sera pas toi, oublie. Voilà, parce que du coup, ce que moi j'ai lu dans plein de sites, et alors il semblerait, Mathieu, vu les infos que nous avons, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Non, la légende on peut même affirmer, parce que Tony Martin a confirmé que c'est faux. Voilà, donc la rumeur qui a longtemps couru, c'est que donc Tony Martin n'a pas pu venir à Costa Mesa alors qu'il était le premier choix du management de Black Sabbath pour faire ses concerts. Il n'aurait pas pu venir à Costa Mesa pour des questions de visa. En fait, il semblerait que ce soit pas le cas, c'est-à-dire que lui, on le contacte, il dit OK. De toute façon, c'est visa à jour, il a tourné avec Black Sabbath avant, donc il n'y a pas de... Voilà, donc au début, il est d'accord, sauf que dans la foulée, on le rappelle pour lui dire non, bon, finalement, ça se fait pas, on n'a plus besoin de toi, parce qu'on a trouvé une meilleure solution. Et la solution, comment elle s'appelle ? Eh ben, elle s'appelle Rob Halford. Alors, là, il y a quelque chose à... Juste avant ça... Moi, on ne sait pas exactement ce qui a motivé cette décision, pourquoi finalement Tony Martin n'a pas été pris et Rob Halford, etc. Personne ne s'est expliqué là-dessus et personne ne s'expliquera là-dessus. Maintenant, il y a un truc qui paraît clair. On parlait tout à l'heure que si Dio les faisait, les gens crieraient Ozzy, Ozzy et que ça serait gênant. Ça aurait été le cas pour n'importe quel chanteur. Ça aurait été le cas pour Tony Martin, qui, à mon avis, déjà le pauvre a été pas mal malmené dans Black Sabbath. Il aurait, à mon avis, passé un moment affreux parce que juste... On a un truc qu'on n'a pas précisé, c'est que Dio, dans la presse, lui, a prétexté avoir refusé les concerts en disant il m'oblige à choisir les morceaux que je vais jouer, de ne pas pouvoir jouer des morceaux d'Ozzy lors de ce concert, et donc moi je veux pouvoir choisir les morceaux, c'est hors de question qu'on impose quoi que ce soit. C'est du bullshit,
Preuve en est, des morceaux de la part d'Ozzy ont été joués. Ce qui nous amène évidemment cette question évidente, des morceaux chantés originellement par Ozzy ont été performés avec Rob Halford, tandis qu'Ozzy Osbourne était présent dans la salle, backstage. Oui. C'est donc complètement improbable. C'est improbable avec Rob Halford, qui est déjà un chanteur improbable et mythique. Imaginez avec Tony Martin. Le bordel que ça aurait pu être pour lui. La gêne d'avoir les gens qui crient Ozzy, Ozzy en se disant « Mais attendez, il est là !» Il est derrière le rideau, il suffirait de le faire venir plutôt que faire chanter le Kidam, parce que malgré tout le respect qu'on peut avoir pour la carrière de Tony Martin, pour l'ensemble, notamment des Américains qui n'ont pas vu ou peu vu Tony Martin sur scène, c'est littéralement un Kidam. Donc ça aurait été une gêne absolue. De la part du clan Sabbath et de son management, c'est d'une logique arithmétique que de se dire « Ouh là là, on prend pas de risque avec Tony Martin ». Alors, il y a aussi autre chose qui conduit, on va dire, naturellement à Rob Halford, c'est le fait que Rob Halford, en 1992, il n'est plus dans Judas Priest. Évidemment. Et il donc, n'est plus dans Judas Priest et il est aux États-Unis. Oui, il est aux États-Unis parce que ça fait des années en fait qu'il vit à Phoenix, en Arizona. Il a toujours, apparemment, d'après ce que j'ai lu en recoupant sa bio, il a toujours, même encore aujourd'hui, un pied-à-terre en Angleterre et sa maison principale à Phoenix, en Arizona, ville où il a tous ses amis, où il a même certains de ses petits copains de l'époque qui vivent aussi. Donc c'est une ville où il s'est installé depuis les années 80. Il est chez lui là-bas. Il est chez lui là-bas, il y vit toujours. D'ailleurs, les photos que vous voyez sur les réseaux sociaux où il poste, il est devant son cactus avec des chapeaux pas possibles, parfois quasiment à poil. De chat et tout. Voilà. C'est son jardin en Arizona. Et le fameux cactus qui est littéralement phallique, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Il le fait exprès. Pas par hasard, il le fait évidemment exprès. Il pose devant tout le temps. C'est son jardin. Il raconte dans sa bio, d'ailleurs, petit tip, si un jour vous êtes au Phoenix, il y a un grand centre commercial et il y prend son petit déjeuner tous les matins quand il n'est pas en tournée. Oui, et évidemment, lisez cette bio qui est... Lisez ça, s'il vous plaît, lisez ça. Jamais sorti, c'est la meilleure bio de musicien rock jamais sortie. Musicien métal en tout cas, parce que musicien rock, il y en a des folles, mais musicien métal... C'est une des meilleures, c'est une des meilleures que j'ai lues de ma vie. Je l'ai relu encore hier soir avant qu'on enregistre là, voilà, c'est indescriptible. C'est vraiment... Et donc là, il va falloir qu'on fasse du jour par jour, du 10 au 15 novembre, parce que là, il y a une série Netflix à faire sur ces 5 jours-là. Alors, attends, avant de passer à l'affaire du musicien de Black Sabbath qui a fini en prison. Il y a les affaires, il n'y a pas que ça, mais oui. Les affaires, il faut juste... Je finis sur le contexte de Rob Halford. Il y a deux choses. Déjà, donc j'ai dit, Rob Halford, en 92, n'est plus dans Judas Priest. On sort quand même de la tournée Painkiller 90-91. Il y avait eu déjà la fameuse affaire, tu sais, des procès, parce qu'on avait accusé Judas Priest d'avoir chanté des chansons avec des messages sataniques cachés dedans, incitant les jeunes au suicide, etc. Judas Priest avait dû mettre de côté la tournée Painkiller pendant quelques mois. Ils avaient retardé en fait la tournée le temps que le verdict du procès soit prononcé. Il s'était déplacé pour le procès au tribunal et tout. Voilà, donc en fait Judas Priest était au centre de l'attention médiatique à ce moment-là pour des questions extra-musicales et des questions d'ailleurs qui ont failli leur coûter leur carrière à tous, tant à Rob Halford qu'aux autres membres du groupe. Finalement, le jugement a été rendu, on a reconnu que c'était n'importe quoi et qu'il n'y avait pas de satanisme dans Judas Priest. D'ailleurs, pour des raisons d'ailleurs similaires à celles qui ont fait que Ozzy a eu des problèmes quelques temps avant, mais ça, on y reviendra. Suicide Solution, bien sûr. Voilà, Suicide Solution et tout, on y reviendra ultérieurement. Mais donc, en fait, à ce moment-là, Rob Halford, il est complètement rincé mentalement. Il a des problèmes personnels assez graves, liés notamment à ces histoires affectives un peu chaotiques. Pareil, on pourrait en reparler longuement plus tard, un jour, si vous voulez. Du coup, voilà, la tournée Painkiller se termine. Et puis, il y a ce fameux accident de moto qui, pareil, c'est ça, je vais pas m'étendre trop dessus, mais qui fait qu'en fait, il finit à l'hôpital. À ce moment-là, il se sépare de son petit copain de l'époque de façon un peu nulle, ce qui fait que... c'est même pas de façon nulle, parce que son copain de l'époque, comme la plupart de ses copains de l'époque, était hétéro. Ouais, voilà, c'est ça. Il sortait avec des hétéros. Qui par dire, tu sais quoi, j'ai beau me forcer, je suis hétéro, quoi. J'aime pas les hommes. Bon, et ce qui fait qu'en fait, il est à un moment de sa vie où en fait, il est perdu tant artistiquement parce que il a donné tout ce qu'il pouvait avec Painkiller et on va dire la rage qu'ils avaient après cette histoire de procès s'écoute 100 ans dans Painkiller. Mais voilà, mais la tournée se termine pas bien, il a un accident, il finit à l'hôpital. Je pense qu'il est complètement lessivé. Et surtout, il dit à tout le monde, et ça je le pose encore ici parce qu'on va y revenir après, il dit à tout le monde, je veux faire un break avec Judas Priest, mais je ne quitte pas Judas Priest, je veux juste faire une petite pause pour faire un projet solo.
Voilà. Et ça va mettre des années avant de se clarifier, puisque donc entre Painkiller et l'album suivant de Judas Priest, qui est Jugulator, qui sort pas avant 97, en fait, il se passe plusieurs années pendant lesquelles on ne sait pas vraiment en fait si Rob Halford est parti ou non de Judas Priest. Lui, Rob Halford, de facto, il est parti, puisque après, il va bientôt sortir le premier album de Fight, donc son premier projet solo, mais qui est là, n'est pas encore sorti, est en train d'être écrit. Et donc, en 92, au moment où... alors, c'est pareil, ça va être la deuxième chose que je vais débunker. En fait, Rob Halford est dans une perspective où lui, il est... Mentalement, il a envie de rester dans Judas Priest, mais il a aussi envie de sortir son premier disque avec Fight. Donc, c'est pour ça qu'il y aura un petit élément qui va arriver durant les concerts à Costa Mesa, qui va nous rappeler ça, qui va nous rappeler ce contexte, que en fait, il accepte de jouer dans Black Sabbath parce qu'il a du temps, mais il a quand même, pour lui, c'est vraiment provisoire. C'est quelque chose qui fait que c'est... Voilà. Lui, ce qu'il veut, c'est toujours être focus sur Judas Priest, mais aussi sur son projet solo. Et alors, la petite chose à débunker, c'est de savoir dans quel ordre ça se fait, le recrutement de Rob Halford dans Black Sabbath, parce que c'est confus. Quand tu lis la bio d'Iommi, Iommi dit « Oui, au moment où on cherchait quelqu'un pour remplacer Dio sur les dates à Costa Mesa, Rob Halford nous a fait signe en disant qu'il était dispo. » Or, quand vous lisez la bio de Rob Halford dit exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il dit un beau jour, alors que je me prenais la tête pour savoir qu'est-ce que j'allais faire pour mon projet solo ou pour Judas Priest, j'ai reçu un coup de téléphone qui dit « Salut, c'est Tony Iommi. Est-ce que ça te dit de jouer dans Black Sabbath ?» Et donc, en fait, moi, je suis désolé, il faut qu'on se mette d'accord. Qui a contacté qui ? Qui a d'abord dit à Iommi « Hey, on pourrait prendre Rob Halford ?» Est-ce que c'est eux qui y ont pensé, ou est-ce que c'est quelqu'un dans l'entourage de Rob Halford qui a dit à Tony Iommi « Il est dispo ?» C'est eux qui y ont pensé, et c'est Iommi qui l'a appelé, évidemment. Donc, il y a eu cet appel que... On ne sait pas exactement quand, parce que personne n'a vraiment la date, mais probablement début novembre. Et ils se sont rendus compte, enfin très vite, au moment de l'organisation, que le 10 novembre, ils jouaient à Mesa, pas Mesa de Costa Mesa, mais à Mesa en Arizona. Voilà. Donc non loin de Phoenix. Il a donc été décidé immédiatement d'annuler la date du lendemain, du 11 novembre à San Diego, de demander à Rob Halford, et ça c'est fort, de demander à Rob Halford de réserver un local de répète sur le 11 novembre, ce qui a été fait. Donc il y a des anecdotes, des témoignages qui existent de gens venant répéter avec leur propre groupe à Phoenix et de voir débarquer Rob Halford et les membres de Black Sabbath dans le studio d'à côté. Donc ils sont allés répéter dans un local de répète et ils ont passé donc une après-midi à bosser la setlist pour les concerts du 14 et 15. Donc là on est le 11 novembre. Voilà, 11 novembre. Le 12 novembre, ils continuent leur tournée, repartent en Californie pour jouer à Sacramento. Le concert donc a lieu avec Dio. Fin du concert, au moment de remonter dans le tourbus, la police arrive et arrête Tony Iommi. Toc toc toc, bonjour, est-ce que Tony Iommi est dans le bus ? Qui le demande, la police, on vous répondra pas de problème, on immobilise tout le monde. Donc il est décidé avec Tony Iommi qui lui passe pas les menottes devant tout le monde parce qu'il y a des fans qui craignent les émeutes. Il rentre dans la voiture de police et il est incarcéré, donc l'équivalent d'une garde à vue, dans la ville de Modesto, ouais. Qui est donc la ville de résidence de Melinda, son ex-femme et mère de Tony Marie, futur Iommi. Alors, donc pourquoi Tony Iommi a-t-il été arrêté ? Il est arrêté pour non-paiement de pension alimentaire. Il y a donc une plainte qui a été posée, et donc comme ça se fait aux États-Unis, dans ces cas-là, il y a un mandat d'arrêt, et donc il a été là exécuté, donc on en est là. Tony Iommi, évidemment, conteste, indique qu'il a payé, on ne saura pas et peu importe à la limite. Ce qu'on sait, c'est qu'il est en tôle, que différentes versions de ce qui s'y passe, donc on parle du nuit, mais dans lequel il a les foies, évidemment, et c'est son jugement, je pense qu'on aurait tous les foies. Il raconte effectivement qu'il a été en tôle avec un mec qui a été dans la même cellule que lui, et ce mec, alors je sais pas si c'était un toxico ou quelque chose comme ça, mais c'était un gars qui visiblement était pas très bien dans sa tête, voilà, et qui a vu arriver Tony Iommi, alors je sais pas comment il était habillé, mais voilà, Tony Iommi, cheveux longs, moustache, et en fait il a littéralement cru que c'était un mec qui était envoyé par le diable pour le tuer. Donc il était là,
tu vas me tuer, je sais que tu vas me tuer. Et Tony Iommi était là, non, je vais rien te faire, laisse-moi tranquille. Et donc il a fallu le sortir de là parce que qui a appelé pendant des heures. Dans la bio de Geezer, déjà, il lui dit qu'un chef de gang mexicain reconnaît Tony Iommi et lui dit t'inquiète, il t'arrivera rien, t'es sous ma protection. Ça me paraît être une sacrée histoire pour une garde-à-vue de 5-6 heures dans la nuit, mais bon, pourquoi pas. Et en effet, qui a appelé régulièrement c'est Gloria Butler qui se tenait au courant. Et là, il y a un flou. Pour moi, il n'y a pas flou du tout, mais il y a deux versions qui existent sur qui a payé la caution, donc fixée à 75 000 $, qui permet à Iommi de sortir tout de suite. Et quand on dit sortir tout de suite, on va la faire très simple. On est un jeudi soir. Les concerts à venir de Costa Mesa, c'est le samedi et dimanche. Donc, si Tony Iommi ne sort pas le vendredi dans la journée, la prochaine possibilité de sortie, c'est le lundi. Donc, les concerts sont ratés, c'est une catastrophe. Lui dit que via Gloria Butler, il contacte ses managers, donc Albert Chapman et Ralph Baker, pour leur demander de réunir 75 000 $ en cash. Les mecs ils font ça dans la nuit alors qu'ils sont en Angleterre. Je vois vraiment pas comment. Ce qui me paraît le plus logique, et qui est la version de Geezer, c'est que ce soit Sharon Osbourne et Ozzy Osbourne qui ont débloqué 75 000 $ pour payer la caution, ce qui me paraît être d'une évidence absolue. Après, ce qui est fort possible, c'est que peut-être Chapman et Baker ont réuni 75 000 $ et qu'ils les ont remboursés à Osbourne, à Ozzy et à Sharon, tout simplement. C'est très possible, mais je pense que clairement, il y a eu une intervention du clan Osbourne là-dedans. D'autant plus que ces 75 000 $ là, ils les perdent de leur côté quoi qu'il en soit, si leur spécial guest ne vient pas, et que les concerts d'adieu sont foutus en l'air. Donc de toute façon, en gros, ils n'ont pas le choix. Mais ça permet à Iommi de sortir immédiatement et de foncer jouer ce fameux concert du 13 novembre à Auckland. Donc la dernière date avec Ronnie James Dio. La date, elle est disponible en vidéo sur YouTube. Et lors du rappel, lorsque le groupe joue Paranoid, le batteur à Marcel Noir disparaît, et un autre batteur à t-shirt noir avec des manches apparaît. Qui lui ressemble un peu. Un Appice en cache un autre, puisque Vinny Appice est remplacé par Carmine Appice, son grand frère, pour Paranoid. Voilà, Carmine Appice, donc qui est le grand frère et qui est aussi qui est plus connu que son petit frère, qui a notamment joué avec le Jeff Beck Group, avec Vanilla Fudge, avec tout ça. Et qui a fait jouer sur la tournée 83-84 du Barcam de Moon Tour de Ozzy. Et oui, qui a joué aussi avec Ozzy, donc on reste dans le même clan. Rappelons quand même aussi que Vinny Appice a failli jouer dans le groupe d'Ozzy Osbourne. Oui, bien sûr. Et comme un symbole à la fin de ce concert, regardez bien sur la vidéo YouTube, vous pouvez retrouver également en description. À la fin du concert, tous les musiciens, Vinny et Carmine, Bratsu et l'ensemble des musiciens de Black Sabbath, sortent côté gauche de la scène, tandis que Ronnie James Dio, qui était côté gauche et qui a récupéré une petite pancarte de fans, sort côté droit de l'autre côté, chacun de son côté, et c'est la fin de Dio dans Black Sabbath. Merci d'être venu, pot de départ. On ne parlera plus jamais de Dio. Ah si, peut-être. Ah si, peut-être qu'on va en reparler. Si, peut-être 15 ans plus tard. Mais à ce moment-là, Dio s'en va, c'est fini. Black Sabbath n'a plus de chanteur. C'est ça. Et donc, comme on a dit, Vinny Appice reste dans Black Sabbath, mais à ce moment-là, il a déjà conclu un pacte avec Dio, qu'il allait le rejoindre pour son groupe et que donc il ne faisait que ses 2 derniers concerts avant de se tailler. C'était déjà dealé. C'est ça, et on reviendra encore une fois dans un futur ultérieur sur les liens qui existent entre l'album de Dio qui sort l'année d'après, c'est-à-dire Strange Highways, les liens qui existent entre cet album et Dehumanizer, vous verrez qu'ils sont nombreux. Déjà, la pochette a été faite par la même personne, et même musicalement, il y a beaucoup de ressemblances. Il y a des morceaux qui ont été composés. Et il y a même notamment un morceau qui était prévu pour Black Sabbath qui a fini sur Strange Highways. Bref, on va y revenir en détail plus tard. Mais alors, pour revenir du coup à Rob Halford, ce qui est quand même assez classe de la part de Halford, parce qu'Halford c'est un mec qui est bienveillant avec tout le monde, hein. Il s'entend avec Ozzy, il s'entend avec Dio, il s'entend avec tout le monde. C'est qu'en fait, il appelle Ronnie pour lui dire, écoute, moi j'ai accepté le job pour te remplacer, est-ce que tu es d'accord? Et en fait, Ronnie lui dit, oui, vas-y, moi ça me dérange pas. Donc si tu veux, c'était, tu vois, Ronnie et Black Sabbath se séparent à nouveau en mauvais termes, mais voilà, la présence de Halford avait le blanc-seing de Dio quand même. Alors, surtout, il y a autre chose aussi, il y a quelqu'un aussi qui fait son petit retour à ce moment-là, c'est un certain Bill Ward,
Oui. qui répète aussi avec tout ce monde-là. Oui, on n'a d'ailleurs pas précisé qu'il était aussi en Arizona au moment de la répétition. Ouais. Il est également venu puisque le concert du 15 novembre, j'ai longtemps cru d'ailleurs que c'était le cas pour les 2 concerts, mais en fait non, c'est que celui du 15 novembre. Il se termine avec un encore 2, c'est un nouveau rappel après le rappel d'Ozzy, avec donc la réunion des 4 membres officiels de Black Sabbath. Les originaux. Les 4 membres originaux, évidemment, pas officiels, de Black Sabbath, le temps de 4 chansons, si je dis pas de bêtises. Oui. 4 chansons, ouais. 4 chansons, on va revenir sur lesquelles après. Alors, autre chose, donc, juste avant qu'on attaque ce fameux concert, c'est que ça concerne la promotion de ce concert. Le nom de Rob Halford est absent de la campagne de pub qui annonce que Black Sabbath joue ses concerts. C'est-à-dire que sur les affiches qui annoncent les 2 concerts à Costa Mesa, à partir du moment où c'était dealé que Black Sabbath allait jouer, vous avez Ozzy Osbourne, et puis en dessous, vous avez le logo Black Sabbath de la tournée des Humanizer, mais c'est pas précisé with Rob Halford. Non, c'est impossible à faire. Imagine, entre le temps de la prise de décision et quand il faut imprimer les affiches, c'est littéralement impossible. Voilà, donc c'est-à-dire que ces concerts sont promus comme des concerts de la tournée des Humanizer, donc la plupart des gens s'attendent à voir Dio, mais il y en a qui se disent aussi ouais, mais bon, Dio, quand même, ouvrir pour Black Sabbath, ça nous semble un peu bizarre. Enfin, ouvrir pour Ozzy Osbourne, ça nous semble un peu bizarre. Est-ce que par hasard, ce serait pas plutôt Ozzy Osbourne avec Black Sabbath qui ouvre pour lui-même? Enfin, donc, il y avait toutes ces théories, en fait, dans l'air, sachant que de toute façon, ceux qui ouvrent réellement pour Ozzy Osbourne, c'est Alice in Chains et Sepultura. Sepultura qui, à cette époque, est dans le line-up de la tournée, le line-up classique, donc les 4 membres classiques, et qui défend à l'époque l'album Arise. Donc, on est vraiment sur le grand Sepultura. Et Alice in Chains, line-up classique également pour Dirt. Donc la grande surprise des gens va être d'autant plus grande que la première chose qu'ils voient débarquer sur scène le 14 novembre, au moment où Black Sabbath doit rentrer sur scène, c'est Rob Halford tout seul. Donc imaginez le public qui ne sait pas qui va chanter vraiment voit Rob Halford tout de noir vêtu, crâne chauve et luisant, tout seul sur scène, suite à une possible blague des membres de Black Sabbath. On sait pas. On sait pas trop, mais il semblait hilar quand il rentre sur scène, donc il semblerait que il s'est dit allez, on va le jeter. Alors, cet extrait-là, j'ai pas réussi à le retrouver en vidéo. Il est pas sur YouTube celui-là. Alors, donc ce qu'il faut dire déjà là, au moment où on va commencer à parler du concert, c'est que en fait la quasi-totalité du concert du 15 novembre existe en vidéo et audio. Donc on a des images qui sont extraites de plusieurs sources vidéo. Alors ce sont des vidéos qui ont été prises par des gens du public, donc des gens qui étaient dans les gradins et certains qui étaient devant la scène avec des caméscopes. Je ne sais pas si certaines images qu'on voit, qui sont trouvables et qui sont d'assez bonne qualité, où on voit des gros plans notamment assez précis sur notamment Iommi et Halford, je ne sais pas si c'était des gens qui étaient accrédités ou si c'était des techniciens qui avaient pour charge de filmer des images pour qu'elles soient retransmises sur les écrans géants qui étaient sur les côtés. Parce que la majorité des images, en fait, viennent de sources de gens du public qui avaient des caméscopes et qui ont filmé la quasi-totalité du concert dans une qualité qui n'est pas oufissime. Ce qui est sûr, c'est que quelques images du 14 novembre existent, et donc sur Internet, vous pouvez voir sur YouTube la plupart du temps, vous pouvez voir des versions qui ont été montées par des fans, où vous avez la quasi-totalité, maintenant la totalité du concert du 15 novembre, auquel ont été rajoutés des extraits du 14 novembre, pour une raison simple, c'est que les 2 concerts n'ont pas la même setlist. Ce qui fait que souvent, on a collé des extraits du 14 novembre sur lesquels il y a 2 chansons qui ont été jouées le 14 novembre, mais qui n'ont pas été jouées le 15 novembre, pour faire une version complète, en fait. Voilà. Et donc, sachant qu'en plus, il existe les images des 4 chansons qui ensuite ont été jouées avec Ozzy quelques heures plus tard dans la soirée. Mais donc, vous pouvez trouver une version, on va dire, relativement complète des concerts à Costa Mesa, mais qui est majoritairement, la plupart des sources viennent du 15 novembre. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, donc cette intro, on le sait parce que c'est dans les bios d'Iommi et de Rob Halford, mais voilà, il n'y a pas d'image de ça. C'est ça, c'est-à-dire que là, c'est pour ça que je parlais de ça, c'est parce que moi, j'ai jamais réussi à retrouver pour le moment cette fameuse entrée en scène de Rob Halford le 14 novembre, où, alors, ça c'est la théorie qui est dans la bio de Rob Halford, mais aussi dans les bios de Geezer et d'Iommi, où ils expliquent qu'en fait, ils avaient répété tout le concert, mais ils avaient oublié de dire à Rob Halford qu'il y avait une intro particulière, avec un placement sur scène, ce qui fait que Rob Halford, à un moment, il se retrouve dans le noir, et il se dit, mais ils sont déjà dans les lumières, là, donc bon, il faut que j'aille dans les lumières.
sauf qu'il se ramène, il n'y a personne. Et donc il se retrouve face au public, le public n'étant, comme on vient de le dire, pas prévenu que ce serait Rob Halford. Et donc Rob Halford, qui en plus, comme tu l'as dit à l'époque, s'est rasé le crâne complètement. C'est à ce moment-là parce que je crois, il s'est déjà rasé le crâne durant la tournée Painkiller, donc c'est à ce moment-là qu'il prend son look actuel crâne rasé. Hein. Il devient de plus en plus chauve, ça se voit d'ailleurs sur la tournée Ramid Down, ça se voit qu'il a de plus en plus les cheveux qui se dégarnissent. Voilà. Et alors, il a cette fameuse tenue de scène que je trouve magnifique. Pour moi, c'est sa plus belle tenue de scène ever à Black Sabbath, à Rob Halford. Il a une tenue avec une espèce de costume de clergyman tout en cuir, avec un pantalon en cuir, avec le crâne luisant qui, du coup, avec la lumière, le rend blafard. On dirait que c'est comment dire, un personnage de Hellraiser, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Il ressemble à un espèce de personnage de Hellraiser, quoi. Il est à la fois, il fait peur et en même temps, bah, il est à fond, quoi. Il a un costume merveilleux. Bref. Donc voilà. Et c'est Mick Wall qui était présent au concert qui dit que c'était une blague que les musiciens au dernier moment ont voulu faire. Mais qui dit vrai, qui dit faux, on ne saura pas. Ce qu'on peut dire rapidement sur ces concerts, on peut parler donc des deux setlists qui sont à quelques différences près. Ce qu'on sait, il y a deux chansons différentes. Voilà, il y a deux chansons. Bah, vas-y, je te laisse nous dire. Alors, donc en fait, la grosse différence, ça concerne deux titres qui ont été joués à la fin du concert, donc en rappel, il me semble, oui. Et en intro. Parce que donc l'intro du concert du 14 novembre, c'est Computer God. C'est la seule chanson de Dehumanizer qui sera jouée sur les 2 jours. Ce qui veut dire que du coup, en fait, le deuxième soir, ils avaient complètement évacué l'idée de défendre Dehumanizer. C'est pas l'intro, il y a Mob Rules avant, mais en tout cas... Mob Rules, il me semble, n'est joué que sur le deuxième jour. Je n'ai pas la... Pour moi, non, il est joué... Elle est jouée les deux en ouverture, après Computer God... d'un côté, Children of the Grave direct de l'autre. Voilà, c'est ça. Donc en fait, Computer God n'a été joué que le premier soir, mais donc dans les... Ok, donc on va dire ça, c'est à chaque fois ça commence par Mob Rules, et en tout cas le Mob Rules, la version de Mob Rules le 15 novembre, moi je trouve que Rob Halford, il est au top. On va voir qu'après ça va être un peu moins le cas, mais en tout cas, Computer God c'est très bien. Mob Rules en intro, ça gère du feu. Et alors la différence des setlists se fait sur 2 titres en fait que Rob Halford a demandé à jouer, parce que comme c'est un fan de Black Sabbath, les mecs lui ont fait une fleur, lui ont dit choisis des titres que tu as envie de jouer, que nous on n'aurait pas forcément on n'avait pas forcément l'idée de jouer. Et donc sur le premier soir, Rob Halford propose Supernote, qui n'avait pas été joué depuis les années 70. Et sur le deuxième soir, il propose Sweet Leaf, qui n'avait plus été joué depuis, il me semble, la tournée Heaven and Hell. Donc il existe des versions de Supernote jouées avec Vinny Appice, voilà, ce qui est pas mal. Il y a aussi Symptom of the Universe qui est ressorti, qui pareil n'avait pas été joué, il me semble, depuis la tournée Sabotage, peut-être Technical Ecstasy à vérifier, ou peut-être Never Say Die. Je crois qu'ils avaient dû la jouer encore sur la tournée Never Say Die. Mais voilà, c'est pareil, c'était des titres qui n'avaient pas été sortis depuis très longtemps. Et une décennie de placard, quoi. Voilà, au moins une bonne décennie. Ce qui fait que, puis voilà, que Dio n'aurait jamais chanté Symptom of the Universe, il n'aurait jamais chanté Supernote. Voilà. Et alors, c'est là où, selon moi, il y a les premiers petits problèmes. C'est-à-dire que, donc, si tu veux, moi, pendant longtemps, je disais, oui, Rob Halford dans Black Sabbath, il gère comme un patron et tout. En fait, bon, en réécoutant le truc hier soir, je suis obligé d'admettre quand même qu'il n'est pas tout le temps au top et qu'il y a des moments où il en fait un peu trop. Et notamment, c'est ça où moi c'est un peu triste, c'est que les morceaux, je trouve, où il en fait le plus, c'est les morceaux de Dio. C'est-à-dire quand il joue Die Young, par exemple, quand il joue qu'est-ce qu'il a, même Heaven and Hell, bon, il joue bien, mais il y a des moments où il en fait des caisses, quoi. Alors il y a un truc aussi qu'on n'a pas précisé sur le 14 novembre, donc avec une seule journée de répétition, Rob Halford a demandé à ce qu'il y ait un téléprompteur de disponible pour qu'il ait les paroles, et le 14 novembre le téléprompteur est tombé en panne minute 1 du concert.
Donc certaines paroles étaient scotchées sur le sol également, c'est pour ça qu'il a pas mal chanté aussi un genou à terre pour regarder un peu ce qui se passe en douce. Mais je pense que on n'a pas les preuves de ça, mais je pense que le concert du 14 devait être beaucoup moins bien, avec quelques moments un peu gênants en yaourt. Et c'est aussi à mon avis la raison pour laquelle les rares extraits qu'on a ont été montés avec le 15, mais qu'il n'y a pas de concert complet. Et sur la version qu'on a du 15, pour NIB par exemple, on voit qu'il avait complètement oublié que sur le refrain c'est You Love For Me, I Just Got To Be Real, et il va sur As Just To Be Real. Et il se retrouve piégé d'une mesure et donc reprend sur la première fois qu'il dit ça. Oui, alors on verra que c'est pas la dernière fois que Rob Halford fera des erreurs en chantant dans Black Sabbath, puisque certains le savent, on va vous le spoiler, mais Rob Halford a rejoué une 3e fois avec Black Sabbath dans les années 2000, où il a remplacé. Alors là, pour le coup, il a pas pu répéter avec eux, ce qui fait que le concert est encore plus bordélique. Il y a même des moments où il existe en bootleg, je l'ai en voilà, bootleg. Il existe en bootleg et il est très gênant parce qu'il y a des moments où, alors, il existe en vidéo aussi, il y a des moments où on voit Rob Halford qui se souvient pas des paroles et qui regarde le public en faisant comme ça. Donc bref, c'est assez gênant, mais c'est en même temps culte. Donc là, c'est une fois, zéro répète, quoi, tu vois. Voilà. Oui, mais là, tu vois, pour Costa Mesa, ça se voit quand même qu'ils ont répété. C'est-à-dire oui, bien sûr. Voilà. Le concert est carré. Enfin, en tout cas, des vidéos qu'on a, c'est carré. Il est carré. Rob Halford, il a plutôt la patate, tu vois, même si il y a des moments où clairement il sait pas trop quoi faire. Et je te dis, c'est certains morceaux de la période Dio, il a un peu du mal à les gérer, notamment. Je trouve qu'il a du mal à mettre la bonne émotion. C'est-à-dire que tu vois, Dio, comme c'est ses morceaux, lui, il sait exactement quoi faire, il sait exactement comment interpréter le morceau. Là, Rob Halford, il se contente de faire comme ça, et tu vois, il essaie un peu d'animer le truc, mais tu sens qu'il sait pas trop quoi faire, quoi. L'emphase n'est pas forcément là où il faut. En fait, ça donne l'impression de voir un peu un featuring, tu sais, je sais pas, de quelqu'un de la nouvelle star qui va jouer avec ses idoles le temps d'un morceau, mais de grande qualité, parce que on est sur des musiciens pros qui ont quand même pu répéter un minimum, et tout le monde est professionnel, c'est ce qu'il fait. Mais il y a un peu cet effet là, il chante comme un ravi de la crèche en fait. C'est ça. Mais c'est touchant, c'est chouette, hein. Mais c'est alors il y a quelque chose que Iommi raconte dans sa bio, c'est que Rob Halford aurait proposé lors de la répétition qu'ils ont fait et lorsqu'ils se sont mis d'accord sur la setlist, Rob Halford aurait proposé de chanter des morceaux de Tony Martin. Donc probablement Headless Cross ou probablement Anomundi, je ne sais pas. Ouais, ou Endless Call. Ou Endless Call. Je pense que... Alors, j'ai une théorie, parce que moi, ça me fascine, ça, hein, de la possibilité que Halford ait pu chanter Headless Cross. En fait, je pense que ça ne s'est pas fait, parce que quand ils se sont mis d'accord sur la setlist, alors on va voir, on abordera ça plus tard quand on fera Cross Purposes et le fait que Geezer ait fait la tournée avec Tony Martin. Geezer n'avait pas d'hostilité particulière à jouer des morceaux de la période Tony Martin. Je pense que là, ils ne l'ont pas fait parce que apprendre des morceaux type Headless Cross ou Anomundi, je pense que ils n'avaient pas le temps. Ils n'avaient pas le temps. Et puis, pour rappel, le public américain n'est pas hyper exposé à ces albums aussi. Oui. Ouais, mais tu vois, je veux dire, Geezer, par exemple, réapprendre Supernote ou réapprendre Symptom of the Universe, ça lui pose pas de problème. C'est lui qui a composé ces morceaux, donc il les connaît par cœur. Headless Cross, il avait dû l'écouter, mais il l'avait peut-être pas dans les doigts, tu vois. Donc je pense que là, vu qu'ils avaient peut-être 15 jours ou 2 de répète, je pense que la raison pour laquelle ça ne se fait pas de jouer Headless Cross ou Anomundi, c'est parce que justement, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps, donc il faut jouer des morceaux que Geezer peut jouer. Vinny Appice, quand même, il lui demande de jouer des morceaux qu'il avait jamais joués. Hein. C'est la première fois qu'on voit Vinny Appice jouer Supernote ou Symptom of the Universe. Ce ne sera pas la dernière fois, vous le verrez quand on fera Réunion. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'ils ont dû mettre en place assez rapidement, et la setlist est en conséquence. C'est-à-dire que tu sens que bon, ils ont quand même ils ont mélangé à la fois des trucs pour donner quelque chose à manger à Rob Halford, histoire de lui dire voilà, on te fait un cadeau, et en même temps ils ont dû aller assez vite. Alors moi, ce que j'ai noté aussi, c'est que par exemple Neon Knights, Geezer la joue au Mediator. Alors que c'est pas le cas. Normalement, il la joue pas au Mediator, ce qui veut peut-être dire que voilà, il était peut-être un peu fatigué aussi. Il y a aussi quelque chose qui est assez exceptionnel. Là, on arrive déjà dans la fin du concert. C'est qu'on a un enchaînement Die Young Into the Void. C'est-à-dire que tu as Die Young, donc Into the Void, pareil, qui a été ressorti du placard pour la première fois depuis le début depuis bien la fin des années 70, hein, je crois. C'est que, donc,
Young, il ne commence pas par le solo. Il commence direct par jouer Young, par jouer le riff principal, etc. Donc la chanson est déconstruite, elle est un peu mise à l'envers. Puis subitement, tout s'arrête. T'as Ayomi qui commence à faire le solo que normalement il aurait dû faire en intro. Et là, subitement, ils enchaînent direct sur Into the Void. Ils transforment ça dans le riff Into the Void. Ouais. Il y a pas mal de trucs comme ça. Sweet Leaf, elle est jouée en mode heavy metal 80s et pas 70s. Et donc, au lieu de commencer juste par le riff, elle commence par un truc plus heavy, quoi, plus un peu speed. Et après le riff arrive dedans. Donc il y a pas mal de réadaptations comme ça. Ouais, c'est un concert qui est exceptionnel sur plein d'aspects. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont joué dans la tournée quelques jours avant. Dehumanizer n'est pas du tout défendu, je l'ai dit. Ils en jouent juste un extrait. Maintenant, il y a des petits détails au milieu du concert qu'en le réécoutant en m'attardant sur des petites choses, j'ai vu beaucoup de choses. Déjà, j'ai remarqué que comme pour Dio 10 ans avant, le public accueille Rob Halford en faisant « Ozzy, Ozzy !» Mais je pense littéralement qu'il suppute qu'Ozzy va monter sur scène, en fait. Voilà. Parce qu'après, c'est quand même respectueux. Personne n'a l'air de vouloir le dégager, quoi. Mais je pense la communication fait qu'il pense qu'Ozzy va débarquer, quoi. Alors, il y a quand même quelques trucs qui, pour le coup, sont pas sympas, mais peut-être que c'était le cas pour tous les concerts, j'en sais rien. À certains moments, tu vois des projectiles qui sont lancés sur Rob Halford. À plusieurs moments durant les images, tu vois des gobelets, des trucs comme ça qui sont balancés sur la scène. Rob Halford les voit, les esquive, et puis il fait comme s'il les avait pas vus. Donc, je pense qu'il devait y avoir des die-hard d'Ozzy un petit peu. Voilà. C'était aussi plus classique aux États-Unis. C'est un public qui est plus prolétaire, tendance faire la fête, donc voilà, les trucs qui volent, c'était un petit peu plus classique. On a moins ça en Europe. Quand tu vois sur certains morceaux de Dio, par exemple, style Heaven and Hell ou Young, etc., il y a des images à des moments sur le public où tu vois plein de gens dans le public avec des t-shirts Ozzy et ils chantent quand même les paroles des chansons de Dio parce qu'ils les connaissent en fait, parce que c'est des gens qui sont des métalleux qui étaient là il y a 10 ans plus tôt et qui connaissent les chansons avec Dio. Non, moi c'est surtout le passage qui moi me fait beaucoup plaisir, c'est au milieu du concert après NIB, que d'ailleurs Rob Halford chante très bien. Rob Halford fait un petit speech dans lequel ils disent « Oui, vous me connaissez pour un autre groupe de Birmingham dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle Judas Priest. » Et là, il mentionne tout le monde dans les remerciements. Donc, il dit merci à Tony, Geezer, Vinnie. Il cite Jeff Nichols. Il dit « Oui, Jeff Nichols, là, au clavier. » Donc, c'est bien, il intègre tout le monde. Et là, il dit « The priest will be back and I will be back. » Et bien là, en fait, on rejoint exactement tout ce dont je vous ai parlé juste avant. C'est-à-dire qu'on est fin 92, Rob Halford, ça se sait dans la presse parce qu'il y a eu une espèce de drama autour de son départ. C'est-à-dire qu'il avait dit qu'il se mettait en retrait de Judas Priest, mais lui, dans sa tête, il ne voulait pas quitter Judas Priest. On en parlera peut-être en détail, mais c'est une histoire de fax. C'est une histoire de fax. Voilà. Et donc, en fait, il est à ce moment-là où, donc, en fait, on ne sait pas si Judas Priest va faire un nouvel album. En fait, spoiler, ils sont en train d'en composer un, mais simplement, ils n'ont pas dit à Rob Halford que ce ne serait pas lui qui chanterait dessus. Ils sont déjà en train de faire des auditions pour lui trouver un remplaçant. Et donc ils disent The Priest will be back, donc ça veut dire que lui en fait c'est un appel du pied à Judas Priest pour dire les mecs je suis toujours dispo, ne m'oubliez pas, sauf qu'il dit and I will be back, parce qu'en fait c'était tout l'enjeu en fait de ce drama qu'il y a eu dans la presse, c'était que lui il voulait se mettre en avant en disant mais en fait je veux juste faire un album solo, je veux juste faire un projet solo, donc projet qui va devenir Fight, mais donc en fait quand il est là et qu'il dit The Priest will be back and I will be back, en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'il est toujours dans cette démarche de continuer à dire vous inquiétez pas, Judas Priest ça va reprendre, mais moi j'ai besoin aussi de m'exprimer. Donc pour l'anecdote, à ce moment-là, les membres de Judas Priest sont en train de contacter les chanteurs pour le remplacer. Ils contactent notamment Devin Townsend de Sapling New Glad et Wilfried Crane de Ugly Kid Joe. Et les deux refusent, disant que personne ne peut passer après Rob Halford. Ils ont contacté notamment Ralph Shepard, qui avait à l'époque joué dans Gamma Ray, le groupe de Kay Hansen de Halloween, et qui ensuite, comme il n'a pas été pris dans Judas Priest, va fonder Primal Fear, qui est un clone allemand de 3e division de Judas Priest. Bref, il y a eu plein de gens, je crois qu'il y a même, je me demande s'il n'y a pas eu Chuck Schuldiner qui a été contacté aussi. Enfin bref, il y a eu vraiment plein de gens qui ont été contactés pour chanter dans Judas Priest à la place de Halford. Vous savez que c'est Tim Reaper Owens qui aura le job, mais bon, on n'en est pas encore là. On est encore en 92. Et à cette époque-là, Halford, il a encore l'ambition de rester dans Judas Priest. Mais ce ne sera pas le seul I'll Be Back de la soirée. Ça, on va en parler un peu plus tard. Avant ça, tu avais peut-être 2-3 trucs à dire sur le concert en lui-même d'Ozzy, qui est donc performé les 14 et 15 novembre. Il joue les 2 soirs. Ouais.
Alors, donc déjà, on l'a dit, c'est le concert de la tournée No More Tears, donc ça veut dire que la majorité de la setlist, il y a des titres de No More Tears qui ont été, voilà, des titres récents. C'est classique, hein, c'est-à-dire Crazy Train, des titres de Bark at the Moon, des trucs comme ça. C'est déjà l'époque en fait où je crois Ozzy met de côté toutes les chansons de la période, comment ça s'appelle, Ultimate Sin. Ultimate Sin, voilà, parce que c'est déjà un album qui commence un peu à renier, plus ou moins. Donc on est dans cet esprit-là, on est dans cet esprit voilà, de se concentrer sur le début de la période Zakk Wylde et de jouer les classiques de la période Randy Rhoads. À l'époque, dans le groupe solo d'Ozzy, donc t'as Zakk Wylde à la guitare, t'as Mike Ignez, qui à l'époque n'est pas encore dans Alice in Chains, qui joue à la basse, et t'as Randy Castillo à la batterie. Ce qui veut dire que voilà, c'est vraiment la grande famille d'Ozzy, hein, parce qu'il y a Geezer qui avait joué sur les tournées précédentes, bref, voilà, on est dans cette reconfiguration du groupe solo d'Ozzy qui est permanente. Non, alors la setlist est, voilà, elle est très axée sur les années Randy Rhoads, puis le début de la période Zakk Wylde, mais il y a quand même 2 titres de Black Sabbath qui sont joués par le groupe solo d'Ozzy. Notamment, il y a War Pigs, et surtout, il y a Paranoid. Et alors, pareil... Et voilà, c'est ça qui est rigolo, c'est-à-dire que la veille, donc le concert du 14, Black Sabbath ne joue pas Paranoid. Le lendemain, il ne joue pas Paranoid non plus. Par contre, Ozzy commence ses 2 concerts par Paranoid, puis ensuite joue War Pigs. Donc, ce qui fait que Black Sabbath ne joue pas War Pigs avec Rob Halford. Et à la fin du 2e concert, donc du 15 novembre, comme tu l'as dit, il y a quelqu'un qui monte sur scène pour annoncer quelque chose d'un peu spécial. Et cette chose un peu spéciale, c'est que donc Geezer et Iommi remontent sur scène, suivi par Monsieur Bill Ward, qui remplace Randy Castillo derrière ses fûts. Et voilà, et il joue 4 titres en configuration Black Sabbath original. Dont Paranoid pour la 2e fois de la soirée. Voilà, c'est-à-dire qu'il rejoue Paranoid. Et donc, alors, les 4 titres, c'est donc Black Sabbath, Ferris Wear Boots, pareil, Ferris Wear Boots, je crois que Black Sabbath. Ouais. Bah, alors, Ozzy la jouait en solo, ça c'est sûr. D'ailleurs, il l'avait joué au concert à Moscou, il me semble, en 89. Mais par contre, Black Sabbath ne l'avait pas rejoué depuis au moins 79, hein, je crois. Hein. Enfin, même peut-être plus. Hein. Et suivi d'Iron Man et Paranoid. Du coup. Suivi d'Iron Man et Paranoid. Et donc, le groupe se sépare sur Paranoid. Donc, on a cette fameuse photo qu'on peut voir. D'ailleurs, je trouve même que Bill Ward a vraiment l'air d'avoir pris du poids. Oui, il est assez rond. Sur la photo. Assez rond. Et quand on le voit 2 ans après, quand il fait un petit retour sur la tournée Cross Purposes, Bill Ward, il a grave maigri, ce qui fait que... Il est en forme. Il est réathlétisé surtout, on va dire, parce que là, on sent qu'il manque, il manque de muscles. Voilà. Et donc, du coup, ce concert du 15 novembre se termine... Ce qui est marrant, c'est que ça se termine, ils se prennent tous dans les bras, ils saluent, etc. Il y a un feu d'artifice dans la salle, il y a la pyrotechnie, et un énorme panneau LED apparaît, avec marqué Ozzy Osbourne, I'll be back. Donc sa tournée d'adieu se termine littéralement sur un je vais revenir. Ben oui, parce qu'en fait, voilà, finalement, il sait qu'il n'a pas la sclérose en plaques. Finalement, bon, il dit qu'il arrête sa carrière. En fait, non, c'est juste qu'il va prendre des vacances, en fait, tout simplement. C'est ça. Bon, on aura l'occasion de revenir sur le retour d'Ozzy, parce que mine de rien, il y a quand même un album qui suit 3 ans après, quoi. C'est-à-dire que Osmosis, c'est à peine 3 ans après ces événements, tu vois. Donc, et sachant qu'en plus il y aura Geezer dans l'affaire. Mais en fait, les gens avaient compris, je pense, dès l'époque, que No More Tours c'était une blague, tu vois. Enfin, sachant Mathieu que dès le lendemain, le 16 novembre, qu'est-ce qui se passe? Black Sabbath est toujours dans le coin. Et notamment, ils sont toujours en Californie, puisqu'ils sont intronisés sur... Alors, c'est quoi exactement? C'est le 18, c'est pas c'est le 18. C'est le 18 novembre qu'ils sont intronisés par le Guitar Center d'Hollywood, qui en fait avait demandé aux musiciens de mettre leurs mains dans du ciment frais, comme ça se fait pas mal. Et donc, il y a une plaque qui est donc disposée devant l'entrée du magasin, sur lequel on peut retrouver la main des 4 membres originaux. Et donc, l'inauguration a eu le 18 novembre, sans Bill Ward, qui est déjà reparti à ce moment-là, mais avec les 3 autres. Alors, oui, mais justement, pourquoi je parlais du 16 novembre? Parce qu'en fait, le lendemain du concert, le 15 novembre, en fait, il y a une interview qui a été filmée, et notamment une des photos qui ont été prises. Les photos, on vous les met à l'écran, c'est des photos assez connues, où en fait, on voit les 4 membres originaux de Black Sabbath, donc il y a Bill Ward, Geezer, Iommi, Ozzy, plus Rob Halford, où ils font une photo à 5. Et donc, alors, ça, c'est pareil, c'est Joe Ziegler sur son site dit le fait que
que Halford soit encore là le lendemain, ça veut dire qu'en fait, il est resté traîner avec eux. Et que c'est là... On sait même qu'il y a eu une grosse fête suite à ça. Donc ils ont fait une grosse chouille toute la nuit suite au concert. Mais ça veut dire que tu vois, ils l'ont gardé sous la main. Et on va parler après sur pourquoi ils l'ont gardé sous la main. Parce qu'il y avait des négociations en interne pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Vinny Appice a dit en interview, longtemps plus tard, qu'à sa connaissance, il y a eu 2 moments où Rob Halford a été envisagé comme chanteur de Sabbath. C'est suite à ça. Il lui aurait proposé le poste. Donc les musiciens évidemment ne disaient rien par rapport à ça. Et Vinny Appice lui rajoute qu'à la mort de Dio, ils lui ont proposé également de revenir dans Black Sabbath. Oui, voilà. Oui. Donc ça, on y reviendra pour quand on fera la période des années 2000-2010. Donc ça, c'est parce que donc effectivement, Rob Halford est toujours dans le coin et il y a même une tournée en 2008. Une grosse tournée Evan Hennel, Judas Priest, Motörhead, Testament. Donc ils ont été encore en cheville bien des années après. Bien après même encore le remplacement d'Ozzy par Halford en 2004. Mais donc voilà, donc effectivement, Rob Halford, il a été très sérieusement envisagé comme chanteur de Black Sabbath permanent et il l'a été en fait dès le lendemain du concert à Costa Mesa. Et c'est pour ça, alors c'est en ça qu'il va falloir mettre ça en rapport avec les négociations en fait qui avaient lieu en parallèle pour reformer Black Sabbath avec Ozzy, puisque en fait l'intérêt aussi pour Iommi et Butler d'accepter ce putain de concert à Costa Mesa, c'était d'avancer, de marquer des points pour convaincre Ozzy de revenir, tout simplement. Mais ce dernier avait besoin de faire une pause, donc je pense qu'il leur a dit plus tard. Et donc il fallait combler ce plus tard. Pourquoi pas avec Rob Halford? Ce dernier ayant dit non. Oh, je pense qu'ils vont trouver une solution. Ils vont bien trouver quelqu'un à appeler. Je ne sais pas. Un monsieur qui est toujours d'accord pour revenir. Ça vous dérange pas si on en parle au prochain épisode? Eh ouais, on va en parler au prochain épisode. Le prochain épisode, donc vous le savez, ce sera l'épisode qu'on fera sur Cross Purposes. Puisque voilà, il y a beaucoup de choses à dire et des choses à dire à mettre en corrélation avec la sortie de la box Anno Domini. Cross Purposes, je peux l'annoncer là maintenant, c'est un album sur lequel pendant longtemps je me suis dit bon, il n'y aura pas grand chose à dire si ce n'est que c'est un album filler pas très intéressant. En fait, en vrai, Cross Purposes, ça a l'air d'être un album complètement oublié et oubliable de Black Sabbath. Moi, je peux déjà l'avancer ici, c'est un des albums que j'aime le moins, même de Tony Martin. Et pourtant, il y a énormément de drama autour de cet album. Il y a plus de drama que de choses à dire sur la musique. Ah oui, il y a des gros dramas. Et s'il y a un truc qui est intéressant, c'est Black Sabbath plonge dans l'ère du temps grunge, notamment. Avec plus ou moins de succès, plutôt moins. Et avec Tony Martin en plus. Et tu dis le nom? Moi je pensais que les gens ne trouveraient jamais qui allait. Oh là là, c'est étonnant. C'est ça. Non mais voilà, bon. On parlera de tout ça au prochain épisode avec des invités, dont un nouveau. On en reparlera tout ça. Pas tout de suite. Hein, là on va se laisser un peu de temps pour avancer sur d'autres trucs parce qu'on aura plein de trucs à vous raconter à ce moment-là. D'ailleurs en introduction de l'épisode et notamment la box sera sortie à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à acheter un œil. On vous dira notre avis précis sur la box, même si on l'a déjà dit. Hein, vue de nez, là, évidemment on l'a pas, mais on est très frustré par son contenu. Ceci étant dit, ça rend disponible des albums et des albums qu'on vous a fait redécouvrir, donc voilà, on en reparlera à ce moment-là. Et n'hésitez pas sur les réseaux, si vous achetez la box, à nous taguer pour qu'on voit ça. Et puis nous, dès qu'on l'aura acquis, on la dépiotera également et on vous en parlera plus en détail. En attendant, merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas que comme Gabriel, comme moi, comme Rob Halford finalement, avant d'être des enfants, on va plutôt dire ça, avant d'être des enfants de la tombe ou de la mer, nous sommes avant tout des enfants de Sabbath.